Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers amis, tout d'abord, je tiens à remercier les membres du bureau de l'AMCAR et à leur tête mon ami professeur Charibi de m'avoir invité pour discuter ce sujet fort intéressant. Et félicitations pour la grande organisation de ce congrès, là sur le plan scientifique, là sur le plan organisationnel. En fait, les troubles ioniques, c'est une pathologie qui est fréquente dans notre contexte, qui est vaste et qui est complexe. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des réflexes à ne pas rater pour sauver des patients. Alors, tout d'abord, on va voir les dyscalimies, notamment l'hypercalémie et l'hypocalémie, et on va démarrer par un cas clinique d'un monsieur Youssef, 31 ans, sans antécédent pathologique particulier, et qui a pris 48 heures avant, c'est-à-dire 40 comprimés de Lixomil de un but d'autolyse. À l'admission, c'est un patient qui était somnolent, avec une pression artérielle à 13, fréquence cardiaque à 100, fréquence respiratoire à 16, ecchymose et œdème des masses musculaires du flanc droit. Le reste de l'examen somatique est sans particularité. Et au sondage vesical, les urines sombres, sans ml. Au bilan, on note une calémie à 6,7, un taux de créate à 38, un taux d'urée à 1,3 et CPK à 800 et le pH normal 7,35 avec un taux de bicard à 17. Petite acidose métabolique avec un taux de bicard à 17. Voilà. Et sur le plan ECG, on note des onctées amples, symétriques, de V2 à V5. C'est un patient qui a pris dans un but d'autolyse et qui fait de l'hypercalémie avec insuffisance rénale. Et c'est un patient qui a bénéficié d'une réanimation parce que c'est un patient qui était déshydraté avec rhabdomyolyse, donc remplissage, traitement de la calémie parce que ce sont des hypercalémies qui sont symptomatiques. Et voilà. Donc l'hypercalémie, il se définit comme c'est-à-dire une calémie supérieure à 5,5. C'est un trouble qui est très fréquent en réanimation et au service d'urgence. Ça constitue une urgence thérapeutique. Et bien sûr, le message très important, c'est que ne jamais le considérer comme une erreur. Donc, il faut toujours prendre au sérieux et faire les choses comme il le faut. Alors, quelles sont les étiologies? Les étiologies, c'est des malades de réanimation, c'est des patients qui ont une insuffisance rénale, que ce soit aiguë ou chronique. On a acidose, des insuffisances cardiaques sous traitement, un hypercatabolisme et les rhabdomyolyses. Et les patients qui sont sous traitement médicamenteux, notamment les sels de potassium, les médicaments anticaliurétiques, l'aldactone, les IEC et même les pério. Donc, ce sont des facteurs de risque de l'hypercalémie chez des patients. Bien sûr, devant une calémie élevée, il faut éliminer les fausses hypercalémies. Les fausses hypercalémies, c'est l'hémolyse, un prélèvement difficile, garrot trop serré, ou là, c'est-à-dire l'analyse 6 heures après le prélèvement. Bien sûr, il y a des maladies hématologiques, notamment l'hyperleucocytose et la thrombocytémie, qui faussent les résultats et ça donne une calémie élevée. L'absence de toute manifestation clinique électrique avec une calémie supérieure à 6 doit faire évoquer une fausse hypercalémie. Donc, une calémie supérieure à 6 sans traduction électrique, c'est une fausse hypercalémie. Sur le plan clinique, on trouve des patients qui ont une faiblesse musculaire, voire même paralysie, bradycardie, hypotension et une distension abdominale, voire même un syndrome occlusif. L'électrocardiogramme, c'est un élément central du diagnostic qui va montrer, en fonction du degré de la calémie, entre 4 et 5, on voit l'onté qui est normale. Lorsque ça augmente, on trouve que l'onté ample, symétrique et diffus. Élargissement du QRS lorsque ça dépasse 9 ou 10 avec un ECG préagonique et l'arrêt cardiaque. Là, c'est un ECG d'un patient ayant une hypercalémie à 7. On trouve très bien l'onté diffus, ample et symétrique. Là, c'est un autre patient qui est bradyca avec des ontées amples et symétriques. Donc, ce sont des deux ECG d'un patient ayant une hypercalémie. Lorsque les choses s'aggravent,
on commence à voir un élargissement de QRS avec des ondes amples et c'est-à-dire l'état ultime, c'est la tachycardie ventriculaire, voire même une fibrillation ventriculaire et l'arrêt cardiaque. Quel traitement il faut donner pour traiter l'hypercalémie? Il y a deux types de traitements. D'abord, un traitement en cas de trouble de rythme, c'est-à-dire qui ne va pas agir sur la calémie, mais qui va stabiliser le malade, qui va éviter l'action de potassium sur le muscle cardiaque. Et là, je parle de gluconate au chlorure de calcium. On va donner 10 ml, une ampoule en intraveineuse lente. L'effet sur les 3 minutes et la durée d'action, ça peut aller jusqu'à 60 minutes. Et il y a deux types, il y a le gluconate de calcium et le chlorure de calcium. La tendance vers le gluconate de calcium parce que ça donne moins de nécrose cutanée. Les deux autres traitements qui vont diminuer la calémie par redistribution, c'est l'insuline. Donc l'insuline plus glucose. Donc le traitement, c'est l'insuline et on donne le glucose si le patient a une glycémie normale. Glycémie normale, parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie si on donne de l'insuline. Normalement, on donne de J10 250 ml plus 5 unités d'insuline sur une voie veineuse périphérique en 30 minutes. Et bien sûr, il faut surveiller la glycémie capillaire. L'autre traitement, c'est les agonistes bêta-adrénergiques, le salbutamol. Un patient qui vient pour une hypercalémie symptomatique avec un tracé électrique parlant, il faut donner du salbutamol. Soit en intraveineuse, on donne 0,5 mg sur 15 minutes, ou bien si on a une voie veineuse difficile, ou un malade difficile à piquer, on peut donner en aérosol 10 à 20 mg en nébulisation. L'autre traitement, en cas d'acidose surtout, c'est le Bicar 42 pour 1000, on donne 100 à 200 ml. Le troisième volet de traitement, c'est la diminution lente de la calémie pour faciliter l'élimination de la calémie. Il y a le diurétique, furosémide 40 à 80 mg en IVD toutes les 6 heures. Il y a le caïxalate, la résine échangeuse. On peut donner 30 à 60 g par voie orale en lavement 100 à 200 g. Le délai d'action de 2 heures et le Femax à 6 heures. Et bien sûr, le traitement éliminatoire, c'est-à-dire le dernier recours, c'est la dialyse chez un patient hypercalémique avec une oligoanurie. Alors, deux messages très importants pour l'hypercalémie. Les deux traitements de première intention pour faire baisser la calémie, c'est les bêta-adrénergiques et l'insuline avec des glucoses, ce n'est pas d'hyperglycémie. Et bien sûr, les sels de calcium uniquement si signe cardiaque grave. L'hypocalémie se définit, il est, je dirais, moins grave, mais ça peut exposer à l'arrêt cardiaque, moins grave que l'hypercalémie. Il se définit lorsque la calémie est moins de 3,5. Il y a plusieurs étiologies, soit l'hyperte rénale ou l'hyperte extrarénale. L'hyperte rénale, c'est les traitements diurétiques, l'hyperaldostéronisme primaire ou secondaire, les pathologies rénales avec perte de sel, les anastomoses hétérocoliques et les pertes extrarénales, notamment les vomissements, les diarrhées et les fistules digestives. Quelle est la symptomatologie clinique de l'hypocalémie? Il y a la faiblesse musculaire, tétanie, hyporéflexie, héliose paralytique, voire même un syndrome occlusif, polyurie. Et l'ECG, c'est un élément capital donc pour le diagnostic. Lorsqu'on a une calémie, je dirais, normale, on a des ondes T qui sont normaux. Lorsque ça commence à baisser, il y a l'onde T qui va s'aplatir. Il y a l'apparition de l'onde U, juste après l'onde T. Et par la suite, c'est les moins de 2,5, il y a l'élargissement du QRS avec des troubles de conduction graves qui peuvent exposer à l'arrêt cardiaque. Alors ça, c'est les tracés électriques d'un malade ayant une hypocalémie. On note très bien l'onde U avec un intervalle QU qui est long. Donc il y a l'abaissement de l'onde T et l'augmentation de l'onde U. Un sous-ducalage de segment ST avec un ST en S italique couché. Donc c'est la traduction d'une hypocalémie, et ça peut être une pathologie coronarienne. Et là, une torsade de pointe, surtout lorsqu'on a une hypomagnésie, parce que le plus souvent, l'hypocalémie et l'hypomagnésie, c'est associé, ça donne une torsade de pointe avec des extrasystoles ventriculaires, voire même une fibrillation ventriculaire. Alors, comment il faut traiter l'hypocalémie? D'abord, il faut limiter les pertes, traiter l'étiologie, corriger l'alcalose métabolique, l'hypocalcémie et l'hypomagnésémie associées. Lorsqu'on a une calémie moins de 3 millimoles sans anomalie électrique, on peut enrichir les apports.
les aliments riches en potassium, l'apport péros, sirop, eau décomprimée, et bien sûr le traitement étiologique. Lorsqu'on a une hypocalémie sévère moins de 2,5 sans anomalie électrique, on donne du KCl en seringue autopousseuse. Et là, j'insiste sur un élément très important, parce que très vénotoxique, on donne par voie veineuse centrale, sans dépasser 1 gramme par heure. En général, on fait 4 grammes par 4 heures, toutes les 6 heures, bien sûr en surveillant la calémie 6 heures après et par la suite 12 heures après. Bien sûr, il faut surveiller la calémie et monitorage continu de le tracé électrique. Alors ça, c'est un travail publié dans Critical Care sur l'influence de la dyscalémie chez des patients admis en réanimation. Là, c'est une étude de 14 ans, 22 centres de réanimation. Donc, ils ont démontré que la dyscalémie, elle est fréquente, notamment l'hypercalémie. Les événements cardiaques augmentent avec la profondeur de la dyscalémie. Et bien sûr, une correction de la calémie précocement améliore le pronostic. Donc, après l'hyper et l'hypocalémie, il y a la dyscalcémie. Là, c'est un cas clinique de patient de 68 ans, admis pour syndrome confusionnel d'installation récent. C'est un patient qui est déjà suivi pour insuffisance cardiaque traité par digoxine, angor, fracture du 5e côte non traumatique. L'examen, tachycardie à 140, tension un peu basse et patient désorienté et agité. Sur le plan biologique, on note les blancs à 3800, l'hémoglobine à 13, les plaquettes à 99 000, insuffisance rénale avec une calcémie à 168 et une diurèse à 20 ml par heure. Donc, c'est un patient qui a une hypercalcémie et le diagnostic retenu, c'est myélome avec une insuffisance rénale, avec une hypercalcémie. On a traité par une réhydratation, par le biphosphonate et les diurétiques, et avec une bonne évolution par la suite. Donc, la calcémie totale supérieure à 2,6. La calcémie doit toujours être interprétée en fonction de l'albumine et de pH. Donc, la calcémie corrigée égale calcémie mesurée plus 0,02, 40 moins l'albumine. Bien sûr, c'est la calcium sérique qui est très important, notamment le calcium ionisé non lié aux protéines qui est actif. Et lorsque ça dépasse 1,3 mmol, c'est un patient qui est en hypercalcémie. Sur le plan clinique, s'il y a des signes digestifs oculaires neuropsychiques, graves, c'est symptomatique, ou calcémie corrigée qui dépasse 3,5. Comment les étiologies et les causes néoplasiques, myélome, poumon sain, l'hyperparathyroïdie primaire. Pour les différencier, il faut dosage de la parathormone. Et ce qui fait la gravité de l'hypercalcémie, c'est la déshydratation, parce que tous les malades sont déshydratés, et bien sûr l'existence des troubles de rythme cardiaque est grave. Quels sont les troubles de rythme? C'est le sous-décalage du segment ST. Bien sûr, l'ascension du segment ST avec un point de J, ascension du point J, et un QT court, convexe, diffus. Comment il faut traiter? C'est les crises aiguës hypercalcémiques, c'est un patient qu'on doit transférer en réanimation. Systématiquement, il faut arrêter les traitements hypercalcémiants avec une réhydratation par NaCl. Et les traitements hypocalcémiants possibles, c'est la diurèse, c'est le biphosphonate, on donne 4 mg dans 100 ml, NaCl 0,9 en intraveineuse sur 15 minutes. Il y a la corticothérapie, il y a l'hyperation extrarénale, c'est la non-réponse au traitement médical, et bien sûr l'apport de phosphore si phosphorémie basse. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le traitement étiologique en cas de tumeur. Il faut chimiothérapie et la chirurgie en cas d'hyperparathyroïdie primitive. L'hypocalcémie, lorsque la calcémie est moins de 80, c'est protéidémie normale et absence d'insuffisance rénale. Sur le plan clinique, il y a l'hyperexstabilité, crise de tétanie, crise convulsive, voire même des insuffisances cardiaques aiguës dans les formes graves. Et là, je rappelle deux cas de myocardite, de cardiomyopathie dilatée suite à une hypocalcémie chez une patiente opérée pour la thyroïde et qui s'est améliorée par le traitement symptomatique par la suite. Et sur le plan électrique, il y a l'allongement du long QT, de l'intervalle QT. Comment il faut traiter? Bien sûr, si l'hypocalcémie est symptomatique, soit par voie intraveineuse, en intraveineuse directe, ou si absence d'amélioration, on peut donner en seringue autopousseuse à raison de 0,06 mmol par kilo par heure. Bien sûr, le calcium il est contre-indiqué chez le patient sous-digitalique, car il y a le risque de fibrillation ventriculaire. Alors, je passe. Pour les dysnatrémies, c'est rapide, il n'y a pas de traduction électrique, mais c'est un élément très capital et fréquent en cardiologie. En fait, la dysnatrémie, c'est une anomalie de bilan hydrique. Il ne reste pas beaucoup de slides. La natrémie corrigée selon la glycémie, c'est la natrémie plus glycémie moins 5 sur 3.
La natrémie, c'est la majeure partie de l'osmolarité. Le danger de l'hyperoliponatrémie, c'est les mouvements induits par la variation de l'osmolarité. Les conséquences, surtout cérébrales. L'hypo, ça donne l'œdème cérébral. L'hyper, ça donne la déshydratation intracellulaire. Et bien sûr, la dysnatrémie se corrige de la même vitesse qu'à laquelle c'est constitué. L'hyponatrémie, c'est le gain d'eau pure en extracellulaire. Passage d'eau du secteur extra vers le secteur intracellulaire, ça donne une hyperhydratation intracellulaire, c'est l'œdème cérébral. Clinique, il est aspécifique, ça donne des troubles neurologiques, vomissements, apathie, troubles de conscience, convulsions. Et un élément très important, c'est le dégât de l'eau. La gravité dépend de la profondeur de la natrémie et la vitesse d'installation du trouble neurologique. Voilà, ça on trouve l'hyponatrémie avec l'œdème cérébral sur le scanner. Il y a les étiologies, il y a les potomanes qui vont ingérer de l'eau supérieure aux capacités d'excrétion, c'est les potomanes. Deuxième étiologie, c'est défaut d'excrétion rénale avec insuffisance rénale, le syndrome néphrotique chez les patients cardiaques. Et l'hypersécrétion de l'hormone antidiurétique chez des patients déshydratation, qui ont une déshydratation qui vont stimuler la sécrétion de l'ADH, ou bien le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH qu'on trouve dans pas mal de pathologies, notamment les infections pulmonaires, les atteintes du système nerveux central, le cancer et les médicaments, surtout le lithium et les médicaments neuropsychiatriques. Comment il faut s'orienter sur le plan étiologique? Lorsqu'on a une hyponatrémie moins de 135, il faut éliminer une fausse hyponatrémie, notamment l'hyperglycémie, l'hyperlipémie, l'hyperprotidémie, évaluer le secteur extracellulaire. Si on a une déshydratation extracellulaire, c'est déshydratation extracellulaire pure, uniquement compensée par l'eau. Si on a une hyperhydratation extracellulaire, c'est les patients syndrome néphrotique, c'est les patients cardiaques, insuffisance cardiaque avancée, ça donne une hyperhydratation extracellulaire. Et si le secteur extracellulaire il est normal, à ce moment-là, il faut faire un petit échantillon de l'osmolarité urinaire. C'est les moins de 100 milliosmoles, c'est la potomanie. C'est les supérieurs à milliosmoles, c'est le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, parfois même des hypothyroïdies. Comment il faut traiter? Bien sûr, l'hyponatrémie, attention à la correction trop rapide de la natrémie. Risque de myélinolyse sans tropontine, qui apparaît 3-4 semaines et qui ça donne une tétraplégie avec diplégie faciale et de pronostic sombre. Ce sont des patients qui restent paralysés totale avec un loop-in syndrome. Alors, si on a un signe de gravité, patient comateux qui convulse, donc il faut corriger rapidement par sérum salé hypertonique. On donne 2 ampoules de 20%, ça 4 grammes. Si on n'a pas d'urgence, il faut corriger lentement. Le traitement, c'est la restriction hydrique 500 à 700 ml par 24 heures. Si on est devant une déshydratation extracellulaire, il faut donner du sérum salé isotonique. Si on est devant une hyperhydratation extracellulaire, c'est le furosemide. Et si on est devant un patient euvolimique, il faut donner des analogues d'ADH qui va régulariser la sécrétion de l'hormone antidiurétique. Il reste 2 slides sur l'hypernatrémie. L'hypernatrémie, c'est lorsqu'on a une natrémie supérieure à 145, c'est perte d'eau libre qui va causer une déshydratation intracellulaire. Sur le plan clinique, c'est les patients qui ont soif avec des signes neurologiques, sécheresse des muqueuses, souvent des personnes âgées. Alors, si on est devant un patient qui a une déshydratation extracellulaire, c'est la déshydratation globale, c'est des patients qui sont déshydratés mais mal compensés. Si on est devant un patient qui a une hyperhydratation extracellulaire, c'est rare. Et lorsqu'on a une hypernatrémie avec un secteur extracellulaire normal, soit il a une polyurie osmotique à ce moment-là, c'est le diabète au mannitol, ou bien si on est devant un patient qui a un diabète insipide, c'est-à-dire la polyurie hypotonique. Donc, comment corriger l'hypernatrémie? C'est la même chose. Il faut corriger progressivement parce qu'il y a le risque d'œdème cérébral et de convulsions. Il faut calculer le déficit en eau par la formule 60% fois le poids natrémie sur 40-1. L'administration de l'eau se fait de 2 manières, soit par voie orale, si le patient est conscient, soit par voie la sonde gastrique, ou bien par la voie intraveineuse, G5, ou bien des liquides hypotoniques, G2,5. Alors, en conclusion, donc 3 éléments importants et 3 urgences à faire. Ça doit être connu. En cas d'hypercalémie, les sels de calcium ne font pas baisser la calémie, mais protègent le cœur. Les 2 principaux traitements, c'est les agonistes adrénergiques et l'insuline. En cas d'hypercalcémie, calculez toujours la calcémie ionisée.
Le traitement, c'est la réhydratation et la biphosphonate. Et en cas d'hyponatrémie, le risque, c'est l'hyperhydratation et l'œdème cérébral. La correction doit être lente, sauf si on est devant une urgence, notamment les convulsions ou bien une hyponatrémie profonde. À ce moment-là, il faut donner rapidement le sodium. Merci de votre attention et je suis désolé pour le retard. Merci beaucoup, Cheikh Khaled, pour cette excellente présentation. Je suis sûr que j'y reviendrai quand elle sera disponible. C'est très intéressant. On va regrouper les questions à la fin pour une meilleure gestion du temps.